Il était un roi dans un monde qui lui appartenait, le titan d'une industrie dont la fortune était discutée dans les mêmes tons feutrés que le budget d'une nation. Elle était un fantôme, une femme servant des plats à 100 € sous le regard de milieu, cachant un esprit brillant derrière un tablier bon marché et un sourire poli. Par une nuit pluvieuse à Paris, dans un restaurant suintant l'héritage et la richesse, leurs mondes sont entrés en collision. Tout a commencé par une plaisanterie, un trait de cruauté désinvolte d'un homme qui avait tout, destiné à une femme qui n'avait rien. Si vous êtes si intelligente, ricana-t-il, alors traduisez-le. Il s'attendait au silence. Il s'attendait à la peur. Il a eu une révélation qui allait faire voler son monde en éclats et déterrer un secret enfoui depuis des années. L'air du cénacle était lourd de l'odeur du vieil argent et de l'ambition nouvelle. Elle s'accrochait aux rideaux de velours, se déposait sur les tapis de Bourgogne moelleux et parfumait les conversations qui bourdonnaient comme des machines de luxe entre les tables nappées de lin. Dans un autre arrondissement, loin des dorures du 8e, les entrepôts se dressaient comme des géants endormis, leurs fenêtres barricadées comme des yeux clos, et les rues gardaient le souvenir de temps plus difficiles. C'est dans ce commissariat du 19e arrondissement que l'officier Luc Moreau et son partenaire travaillaient. Le partenaire de Luc n'était pas humain. Il s'appelait Odin, un magnifique berger allemand de 3 ans au pelage sable couleur de ciel d'orage et aux yeux si intelligents qu'il semblait contenir des secrets ancestraux. Il était le produit des meilleures lignées d'élevage allemandes, une merveille de génétique et de dressage, mais pour Luc, il était simplement Odin. Il était l'encre dans la mer agitée de la vie de Luc. À 34 ans, Luc Moreau paraissait plus vieux que son âge. Une tension subtile marquait ses yeux, un souvenir de 2 missions en Afrique. Il était rentré de la poussière et du chaos, cherchant la paix, une structure. Il l'a trouvée d'abord dans la routine tranquille du travail de patrouille, puis, plus profondément, à l'école de la brigade canine. La ville était luisante sous une averse de juillet implacable, et les riches mécènes des beaux quartiers avaient envahi le cénacle, cherchant refuge et la réaffirmation de leur statut. Chaque table était une constellation de pouvoir, mais aucune ne brillait plus fort, ni avec une lumière plus froide et dure, que la table 7. La table 7 était le domaine d'Antoine de Valois. Même assis, Antoine de Valois dégageait une aura d'autorité impatiente. C'était un homme ciselé dans l'ambition et la cruauté. Le PDG de Valois International, un mastodonte du capital investissement qui avalait des entreprises entières et recrachait des profits. Son visage, beau d'une manière sévère et prédatrice, était un masque permanent de léger dédain. Il ne parlait pas au personnel. Il émettait des décrets. Avec lui se trouvaient 2 hommes qui gravitaient autour de lui comme des lunes nerveuses. Jean-Christophe, un jeune cadre junior impeccablement habillé dont la servilité était presque une forme d'art, et Gérard Lambert, le principal conseiller juridique de Valois. Gérard était plus âgé, avec un visage placide et grand-paternel qui cachait un esprit semblable à un piège d'acier, un esprit qui avait servi l'Empire valois pendant 2 décennies. Hélène avait été assignée à leur section, son estomac se nouant à leur approche. Servir des hommes comme Antoine de Valois, c'était comme marcher sur une corde raide au-dessus d'une fosse de vipères. Il ne voyait pas une personne. Il voyait une fonction. Toute déviation, toute faille humaine était une excuse pour s'amuser. Le Laffitte 98, décréta Antoine sans lever les yeux de son téléphone à l'arrivée d'Hélène. Pas, nous aimerions, ou pourrions-nous avoir. C'était un ordre. Un excellent choix, monsieur, dit Hélène, sa voix d'un ton neutre et pratiqué. Jean-Christophe Recana. Il sait, il a acheté le vignoble l'année dernière. Antoine fit un geste dédaigneux de la main, non pas vers Hélène, mais vers Jean-Christophe, le faisant taire. Le message était clair, je n'ai pas besoin que tu claironnes ma puissance. Elle parle d'elle-même. Pendant l'entrée, la conversation à la table 7 fut un ballet brutal de guerre d'entreprise. Ils parlèrent d'OPA hostile, de l'utilisation de la dette, de dégraisser, ce qui, Hélène le savait, signifiait vider les fonds de pension des employés et fermer des usines. Le sujet principal était leur dernière cible, une entreprise technologique en difficulté mais innovante appelée Dynamic Phoenix. Leur portefeuille de propriété intellectuelle est un désastre, dit Gérard en s'épongeant les lèvres avec une serviette. Désorganisée, mal protégée. Mais la technologie de base, elle est révolutionnaire. Une nouvelle forme de cryptage de données. Le fondateur, un homme nommé Émile Charpentier, était un génie, mais un terrible homme d'affaires. Antoine médita, faisant tourner son vin. Mort il y a quelques années. Son conseil d'administration est en train de couler la boîte. Ils sont aux abois. On l'aura pour une bouchée de pain. Hélène sentit un pincement familier et amer. Génie et terrible homme d'affaires. C'était l'histoire de son propre père, le docteur Arnaud Vasseur, un homme dont le génie avait causé sa perte. Elle repoussa cette pensée, se concentrant sur le débarrassage de leurs assiettes. Reste invisible.
Reste en sécurité. La soirée s'étira. Les plats principaux furent servis et dévorés. Le vin coulait à flots. Les conversations devinrent plus bruyantes, plus autocongratulatoires. Alors qu'Hélène arrivait pour proposer la carte des desserts, Antoine déballait une petite boîte doublée de velours qui avait été livrée à la table par un coursier. À l'intérieur ne se trouvait pas un bijou ou une montre, mais une petite tablette d'argile pas plus grande qu'un smartphone. Elle était couverte de marques d'anse en forme de coin, du cunéiforme, mais pas l'écriture académique nette que l'on voit dans les musées. C'était brut, ancien, et gravé dans l'argile par une main qui semblait désespérée. La voilà, dit Antoine, une lueur d'excitation authentique dans les yeux. L'artefact de Assurbanipal. Jean-Christophe Assis Pencha, son visage unmasked the admiration. Celui du site de fouilles en Syrie? Celui qui aurait appartenu à la bibliothèque perdue? Le même, dit Antoine, sa voix empreinte de fierté. Notre acquisition de Dynamic Phoenix repose sur une petite clause dans leur charte de fondation. Elle fait référence à un précurseur de brevet, quelque chose sur lequel Émile Charpentier a basé tout son algorithme de cryptage. C'était un historien amateur obsédé par les codes anciens. La rumeur dit que la clé pour débloquer le plein potentiel de sa technologie n'est pas dans un ordinateur. Elle est là-dessus. Gérard Lambert semblait sceptique. À Antoine, l'équipe juridique pense que c'est une chimère. Nous pouvons sécuriser l'entreprise sans courir après des cartes au trésor mythique. Le mythe n'est que l'histoire que nous n'avons pas encore vérifiée. Gérard, rétorqua Antoine, sa bonne humeur s'assombrissant. Les notes de Charpentier étaient explicites. La clé du serpent déverrouille le prix du lion. Nos analystes pensent que la clé du serpent est un nom de code pour la séquence de décryptage cachée sur cette tablette. Si nous pouvons la traduire, nous ne possédons pas seulement la technologie actuelle de Dynamic Phoenix. Nous possédons la prochaine génération. C'est la différence entre une acquisition de 100 millions et un empire de 10 milliards. Il poussa la tablette au centre de la table. J'ai envoyé des images à 3 des meilleurs épigraphistes du monde. Ils sont perplexes. Ils disent que c'est un dialecte acadien de période tardive, mais avec des anomalies significatives, un patois localisé peut-être, ou même un chiffre délibéré. Il leur faut des semaines, peut-être des mois, ricanatait-il. Académiciens inutiles. C'est alors qu'il remarqua Hélène. Elle se tenait parfaitement immobile, son plateau à ses côtés, ses yeux fixés sur la tablette. Pendant une fraction de seconde, le masque de la serveuse invisible avait glissé. Il vit non pas une serveuse fatiguée, mais une lueur de concentration analytique intense. C'était le regard d'une érudite, d'une décodeuse, et Antoine de Valois, un homme qui avait bâti sa fortune en lisant les gens, remarqua le changement. Il décida de s'amuser un peu. Un sourire cruel et moqueur se dessina sur son visage. Il se pencha en arrière dans sa chaise, faisant un grand geste vers l'artefact. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma petite » lança-t-il, sa voix assez forte pour que les tables voisines tournent la tête. « On dirait que vous avez vu un fantôme. Ne me dites pas que notre petite serveuse se prend pour une historienne. » Jean-Christophe ricana sur le champ. Gérard semblait légèrement embarrassé. Hélène cligna des yeux, le masque se remettant en place. « Mes excuses, monsieur. J'admirais juste la pièce. Je vais vous apporter la carte des desserts. » Elle se tourna pour partir, son cœur martelant contre ses côtes. « Stupide, 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 » se cria-t-elle. « Tu as regardé fixement. Tu t'es trahi. » Mais Antoine n'en avait pas fini. Il appréciait cela, l'exercice désinvolte du pouvoir, l'humiliation publique de quelqu'un qu'il jugeait insignifiant. « Oh non, non. Ne vous pressez pas, » dit-il, sa voix suintant la condescendance. « Vous sembliez si intéressé. Vous êtes une femme instruite, j'en suis sûr. Peut-être avez-vous suivi un cours à l'université populaire. Allez-y, fit-il de nouveau un geste vers la tablette. Si vous êtes si intelligente, alors traduisez-le. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, vifs et venimeux. Un rire fusa de Jean-Christophe. Quelques clients à d'autres tables sourirent, appréciant le spectacle. Monsieur Dubois, le directeur du restaurant, commença à se diriger vers leur table, le visage assombri par la désapprobation face à cette perturbation. Pour Hélène, le monde se rétrécit à un seul point, la tablette sur la table. Ce n'était pas seulement de l'acadien. Il avait raison. Les académiciens avaient raison. C'était un dialecte bâtard, imprégné de mots empruntés aux ourites voisins et d'influences proto-araméennes. C'était un chiffre conçu pour n'être lu que par quelqu'un qui comprenait non seulement les mots, mais aussi le carrefour culturel et linguistique d'où il provenait. C'était exactement le genre d'énigme que son père avait adoré. Le genre d'énigme qu'il lui avait appris à résoudre avant même qu'elle ne sache faire du vélo. Son sang se glaça, puis se réchauffa. Chaque fibre de son être lui hurlait de s'en aller, de marmonner des excuses,
de se retirer dans l'ombre où elle était en sécurité. Révéler ce qu'elle savait était un risque qu'elle ne pouvait pas se permettre. Cela pourrait défaire la vie anonyme et soignée qu'elle avait construite. Cela pourrait les mener à elle. Mais à ce moment-là, quelque chose d'autre prit le dessus. C'étaient les années à se mordre la langue, à cacher son intellect, à laisser des hommes comme Antoine de Valois la regarder comme si elle était transparente. C'était l'insulte, si publique et si humiliante. C'était le souvenir du génie de son père, et la rage de voir comment le monde l'avait écrasée. Elle s'arrêta. Elle se retourna vers la table, sa colonne vertébrale se redressant. La serveuse déférente et exercée disparut, remplacée par le fantôme d'Amélie Vasseur. Elle rencontra le regard moqueur d'Antoine de Valois avec un calme déconcertant. Ses propres yeux, habituellement baissés et fatigués, étaient soudainement vifs et clairs comme des éclats de glacé. Ce n'est pas un message direct, dit-elle, sa voix basse mais portant une nouvelle autorité résonnante qui fit taire la table. C'est une énigme bipartite, une figure de style. Le sourire d'Antoine Vasilla. Il échangea un regard rapide et confus avec Gérard. Hélène fit un demi-pas en avant, ses yeux balayant les marques cunéiformes comme si elle lisait une liste de courses. La première partie se lit, commença-t-elle, sa voix stable, BTT harpie à Caspim. Elle fit une pause, traduisant les mots anciens en un français fluide et poétique. Là où dort le serpent d'argent. Elle continua, son doigt traçant l'air au-dessus de la tablette. Eine Liebesekusenesm. Sa traduction suivit instantanément. En son cœur, le trône du lion. Elle leva les yeux directement vers Antoine. Chapel Shaishatim la Ashadim. Elle soutint son regard, sa voix tombant à un quasi-murmure qui était en quelque sorte plus puissant qu'un cri. Attends, touché par un feu qui ne brûle pas. Silence. Un silence épais et profond s'abattit sur la table 7. La mâchoire de Jean-Christophe pendait. Gérard Lambert s'était figé au milieu d'une gorgée d'eau, les yeux écarquillés d'incrédulité. Et Antoine de Valois, le titan milliardaire, le roi de son propre univers, ne faisait que regarder fixement. Le sourire moqueur avait disparu, effacé de son visage. Il avait été remplacé par une expression de choc pur et total. Il était pâle, la bouche légèrement entr'ouverte. Il regarda la tablette, puis de nouveau la serveuse. La serveuse qui venait, dans une traduction parfaitement nuancée, de réciter les mots cryptiques qui détenaient la clé de son empire de 10 milliards d'euros. Il était complètement, totalement figé. À ce moment-là, il n'était pas un roi. Il était juste un homme qui avait donné un coup de pied à ce qu'il pensait être un chien errant, pour découvrir que c'était un tigre endormi. Et il était maintenant bien réveillé. Le silence s'étira, mince et fragile, pendant ce qui parut une éternité. Le bourdonnement ambiant du restaurant sembla s'estomper en un murmure lointain. Monsieur Dubois, qui s'avançait pour désamorcer la situation, s'arrêta net, sentant un changement dans la dynamique du pouvoir qu'il ne pouvait pas comprendre. Hélène resta sur ses positions, son courage alimenté par l'adrénaline commençant à se dissiper, remplacé par une vague de terreur glaciale. « Que ai-je fait » La question martelait son crâne. Elle venait de peindre une cible géante et lumineuse sur son propre dos. Ce fut Gérard Lambert qui rompit le charme. Il posa délicatement son verre d'eau, le petit tintement contre la soucoupe résonnant comme un coup de feu dans le calme. Il regarda Hélène, son expression grand-paternelle remplacée par un examen médico-légal pointu. « Comment » demanda-t-il, sa voix basse et rauque. « Comment avez-vous fait ça » Avant qu'Hélène ne puisse formuler une réponse, un mensonge, une déviation, n'importe quoi, Antoine de Valois bougea enfin. Il cligna lentement des yeux, comme s'il sortait d'une transe. Il se pencha en avant. Ses yeux, qui n'avaient auparavant contenu que du dédain pour elle, étaient maintenant illuminés d'une intensité prédatrice et obsessionnelle. La moquerie avait disparu, remplacée par quelque chose de bien plus dangereux, le calcul. « Qui êtes-vous » exigea-t-il. Sa voix n'était plus une tirade publique, mais un ordre privé et tranchant. « Je suis votre serveuse, monsieur » balbutia Hélène, la peur faisant trembler sa voix. Elle fit un pas en arrière, serrant son plateau vide comme un bouclier. « Je m'appelle Hélène Dubois. »« Non » dit Antoine en secouant lentement la tête. « C'est votre nom. Ce n'est pas qui vous êtes. Les serveuses de cette ville ne sont pas des expertes en dialectes acadiens obscurs pendant leur temps libre. Alors je vous le demande encore une fois. Qui êtes-vous » Elle devait s'échapper. « Maintenant. Si vous voulez bien m'excuser, monsieur, j'ai d'autres tables. » Elle se retourna, mais la voix d'Antoine l'arrêta de nouveau, froide et dure comme de l'acier. « Vous n'allez nulle part. » Il regarda par-dessus son épaule le directeur déconcerté, « Monsieur Dubois. »« Vous, le directeur. Son service est terminé. Je paie son salaire pour la soirée et pour le dérangement. » Il sortit une épaisse pince habillée en acier de sa poche,
en retira 5 billets de 100 € et les jeta sur une table vide voisine. Renvoyez-la ici, sans le tablier. Monsieur Dubois, complètement déconcerté mais reconnaissant l'odeur du pouvoir et de l'argent qu'on lui avait appris à obéir, hocha simplement la tête. Comme vous voudrez, monsieur de Valois. Il regarda Hélène, son expression un mélange de confusion et d'admiration. Dubois, vous avez entendu l'homme. Piégé. Il n'y avait pas d'autre mot. Argumenter ne ferait que créer une scène plus grande, attirant encore plus l'attention qu'elle ne pouvait se permettre. Vaincue, Hélène retourna dans la zone du personnel sur des jambes qui semblaient être engelées. Ses collègues la dévisagèrent alors qu'elle dénouait son tablier et le suspendait à son crochet pour la dernière fois. Elle savait, avec une certitude accablante, qu'elle ne pourrait plus jamais travailler ici. Son invisibilité était brisée. Elle prit une profonde inspiration, essayant de calmer les battements frénétiques de son cœur. Elle n'était plus la serveuse numéro 12. Elle devait redevenir Amélie Vasseur, du moins à l'intérieur. Elle devait être stratégique. Elle devait contrôler le récit. Quand elle retourna à la table 7, la vaisselle sale avait été débarrassée. La tablette était toujours au centre de la table, une petite idole malveillante. Antoine avait congédié Jean-Christophe, qui s'était éclipsé comme un chiot réprimandé. Seul lui et Gérard restaient. Antoine désigna la chaise que Jean-Christophe avait quittée. « Asseyez-vous » ordonna-t-il. Helene rested about. « Je préférerais ne pas. » Une lueur d'agacement traversa le visage d'Antoine, mais il n'insista pas. Il recalibrait son approche. L'intimidateur avait échoué. Maintenant, le négociateur émergeait. « À mademoiselle Dubois, commença-t-il, son ton maintenant dangereusement suave. Vous possédez une compétence très unique, très précieuse. Une compétence dont j'ai désespérément besoin. Je suis prêt à être extrêmement généreux. Je ne suis pas à vendre, monsieur de Valois, dit-elle, sa voix plus ferme maintenant. Je suis une serveuse. Ce que vous avez vu était un tour de passe-passe. J'ai suivi quelques cours d'histoire à l'université. J'ai eu de la chance. Gérard Lambert laissa échapper un petit rire sec. À ma chère, j'ai travaillé avec les plus grands universitaires du monde. Ils n'ont pas de chance avec des énigmes bipartites dans un dialecte qui a déconcerté la Sorbonne. Ce que vous avez fait n'était pas de la chance. C'était de la maîtrise. Écoutez, dit Hélène, son désespoir grandissant. Je ne sais pas ce que vous voulez de moi. J'ai traduit votre pierre. C'est tout. Je veux rentrer chez moi. Antoine se pencha en arrière, joignant ses doigts. Il l'étudia, ses yeux ne manquant rien, les semelles usées de ses chaussures pratiques, la légère tache d'encre sur son index, la façon dont sa posture était droite comme un i malgré l'épuisement gravé sur son visage. Soyons clairs, dit-il doucement. Là où dort le serpent d'argent, en son cœur, le trône du lion attend, touché par un feu qui ne brûle pas. Ce n'est pas une traduction. C'est une clé très élégante, très poétique. Mais Jean, fit-il un geste vague vers le monde extérieur au restaurant, croit que le serpent d'argent fait référence à une architecture de serveur spécifique que Dynamic Phoenix a conçue mais jamais mise en œuvre. Un projet dormant. Le trône du lion serait le contrôle maître, l'accès racine. Et touché par un feu qui ne brûle pas. Il sourit, un trait fin et sans humour. Cela ressemble diablement à une source d'énergie par fusion froide, quelque chose que le monde de la technologie poursuit depuis 50 ans. La rumeur dit qu'Émile Charpentier l'avait percé avant de mourir. Chaque mot qu'il prononçait envoyait une nouvelle vague de panique à travers Hélène. Il n'était pas seulement une brute. Il était intelligent, dangerously intelligent. Il reliait des points dont elle n'avait même pas réalisé qu'ils se trouvaient sur la même page. Tout cela est très fascinant, monsieur de Valois, mais ça n'a rien à voir avec moi. Cela a tout à voir avec vous, contrat-il, se penchant de nouveau en avant, son intensité la clouant sur place. Parce que cette énigme n'est pas le message en entier, n'est-ce pas? C'est juste la première strophe. Il y a plus sur cette tablette. Et vous allez le traduire pour moi. Non. Le mot était sorti avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Antoine Hauser un sorcel. Non. Non, répéta-t-elle, trouvant une parcelle de force. Je ne le ferai pas. Il la fixa un long moment, puis un sourire lent et froid se dessina sur son visage. C'était bien plus glaçant que sa moquerie antérieure. Mademoiselle Hélène Dubois, dit-il, le nom sonnant comme un verdict. 27 ans, selon les registres d'emploi du restaurant. Numéro de sécurité sociale délivré il y a 5 ans. Pas d'historique de crédit avant cela. Pas de permis de conduire, pas de présence sur les réseaux sociaux, aucune empreinte numérique. Vous vivez dans un 5 pièces sans ascenseur à Belleville sous un nom qui, à toutes fins utiles, n'existait pas jusqu'à il y a une demi-décennie. Lusang dit Helene S. Glocka. Il avait déjà commencé à creuser.
Bien sûr qu'il l'avait fait. Pendant qu'elle se changeait, il avait probablement une équipe de limiers numériques à sa recherche. Vous êtes un fantôme, continua Antoine, sa voix tombant à un murmure conspirateur. Et les fantômes ont des secrets. Les fantômes se cachent généralement de quelque chose. Maintenant, je peux être l'homme qui vous aide à rester caché. Je peux fournir des ressources, une protection, une nouvelle vie si hermétique que personne ne vous trouvera jamais. Il laissa le mot suspendu dans l'air. Ou, je peux être l'homme qui braque un projecteur très puissant sur vous. Je peux découvrir qui vous êtes vraiment et de qui vous vous cachez. Et je peux vous assurer que mes ressources pour trouver des choses sont sans précédent. Alors, vous travaillerez pour moi, d'une manière ou d'une autre. La seule variable est de savoir si vous le faites volontairement et devenez une femme très riche, ou si vous le faites à contre-cœur pendant que votre passé s'effondre autour de vous. C'était un échec et mat. Il l'avait exposé avec une précision chirurgicale. Il avait trouvé sa seule et plus grande faiblesse, son passé caché, et l'avait placé dans un étau. Gérard Lambert observait l'échange avec une expression calme et impassible, son rôle étant désormais celui d'un témoin silencieux. Hélène sentit le sol se dérober sous ses pieds. Les murs soigneusement construits de sa vie anonyme s'effondraient. 5 ans à vivre dans l'ombre, dans une peur constante et de bas niveau, tout cela anéanti par un seul moment d'orgueil dans un restaurant hors de prix. Elle regarda la tablette, puis les 2 hommes puissants qui la fixaient, attendant sa reddition. Elle n'avait pas le choix. Mais si elle devait s'engouffrer dans ce terrier de lapins, elle ne le ferait pas à genoux. Très bien, dit-elle, sa voix cassante. Je regarderai votre tablette. Mais pas ici. Elle avait besoin de contrôler l'environnement, de gagner un semblant de levier. Et pas à vos conditions. Antoine parut amusé. Oh, vous êtes en position de faire des demandes? Je suis la seule sur ce continent qui peut vous donner ce que vous voulez dans le délai dont vous avez besoin, répliqua-t-elle, le feu revenant dans sa voix. Cela me donne un levier. Alors, voici mes conditions. Je ne suis pas votre employé. Je suis une consultante. Vous me paierez des honoraires importants. 250 000 €, la moitié d'avance. Gérard toussa, s'étouffant avec son eau. Antoine assez content de sourire. Il appréciait l'audace. Fait, dit-il sans hésitation. Vous me fournirez un lieu de travail sécurisé. Pas votre bureau, un espace neutre. Et j'aurai besoin de ressources, d'un accès aux archives numériques des bibliothèques de la BNF, de l'école polytechnique. Je vous donnerai une liste. Considérez que c'est fait. Et enfin, dit-elle, son regard se fixant sur le sien. Vous arrêterez de fouiller dans ma vie. Vos gens, vos limiers. Vous les rappelez. Mon passé m'appartient, et il ne fait pas partie de cette transaction. Vous acceptez ça, ou le marché est annulé, et vous pourrez attendre 6 mois que vos académiciens vous donnent peut-être une réponse. Antoine l'étudia un long moment, un respect sincère et à contre-cœur naissant dans ses yeux. Il avait essayé de l'intimider, et elle avait cédé. Il l'avait menacée, et maintenant elle se battait avec ses propres armes, la négociation et le levier. Il tendit une main sur la table. Vous avez un marché, mademoiselle Dubois. Hélène regarda sa main tendue, la main d'un homme qui pouvait construire des empires et ruiner des vies d'un seul coup de fil. La lui serrée, c'était comme pactiser avec le diable, mais elle n'avait plus d'option. Elle prit sa main. Sa poignée était ferme, froide et électrique. C'était la conclusion d'un accord et le début d'un nouveau chapitre terrifiant. Elle savait qu'elle pourrait ne pas y survivre. Reposez-vous, mademoiselle Dubois, dit Antoine en relâchant sa main et en se levant de table. Gérard vous contactera demain avec la confirmation du virement et les détails de l'emplacement. Votre nouvelle vie commence le matin. Alors que lui et Gérard sortaient du restaurant silencieux, la laissant seule à la table avec l'ancienne tablette d'argile, Hélène s'effondra sur la chaise, ses jambes la lâchant enfin. Elle fixa le cunéiforme, les marques en forme de coin qui venaient de sceller son destin. Là où dort le serpent d'argent. Elle avait le terrible pressentiment qu'elle venait d'entrer volontairement dans l'antre du serpent. L'espace neutre était une suite pentouse à l'hôtel de Crillon, surplombant la place de la Concorde. C'était moins un bureau qu'une cage dorée, un monument de 300 mètres carrés au luxe stérile. Des fenêtres allant du sol au plafond offraient une vue divine sur la ville, mais elles ne s'ouvraient pas. L'air était recyclé, le silence absolu. Un poste de travail élégant et ultramoderne avait été installé sur un immense bureau en acajou, déjà connecté aux archives des bibliothèques universitaires qu'elle avait demandées. La tablette d'argile reposait sous une lampe spécialisée, ses marques anciennes semblant étrangement déplacées au milieu de la technologie moderne. Gérard Lambert l'avait rencontré dans le hall, lui avait remis une carte clé et l'avait informé qu'un homme nommé Franck serait posté dans le couloir devant sa porte. « Pour votre sécurité », avait dit Gérard avec son sourire placide. Hélène savait que c'était un mensonge.
Franck n'était pas un garde du corps. C'était un gardien. Le virement avait été effectué. 125 000 € se trouvaient sur le compte en banque qu'elle avait ouvert au nom d'Hélène Dubois, un compte qui n'avait jamais contenu plus de quelques milliers d'euros auparavant. C'était l'argent. Du sang. Pendant 2 jours, Hélène travailla, ou plutôt, elle fit semblant de travailler. Elle savait qu'Antoine de Valois n'était pas un homme qui honorait ses promesses lorsqu'elles devenaient gênantes. Son vœu d'arrêter de fouiller dans son passé ne valait rien. Il la testait, lui donnant l'illusion du contrôle, tandis que ses chasseurs travaillaient sans aucun doute dans l'ombre. Alors, elle leur offrit un spectacle. Elle passa des heures penchée sur la tablette, recoupant les symboles avec les archives numériques, marmonnant pour elle-même, remplissant des blocs-notes jaunes de notes et de traductions sans issue. Elle fit en sorte que cela ressemble à un processus difficile et laborieux. En réalité, elle avait déchiffré le reste de l'inscription dès la première heure. Son père lui avait appris que les chiffres les plus complexes n'étaient pas seulement une question de langue. Ils étaient une question d'état d'esprit. Pour percer le code d'Émile Charpentier, elle devait penser comme lui. Il n'utilisait pas seulement un vieux dialecte. Il utilisait ses conventions numérologiques et astrologiques, quelque chose qu'aucun épigraphiste moderne n'envisagerait jamais. Chaque symbole cunéiforme avait une valeur numérique correspondante et une association céleste. Ce n'était pas seulement un message. C'était une équation à plusieurs couches. L'inscription complète était d'une intelligence glaçante. Là où dort le serpent d'argent, en son cœur, le trône du lion attend, touché par un feu qui ne brûle pas. Suivez les 3 fils du scorpion jusqu'à la rivière de poussière. Là, la 7e ombre révèle la porte inviolable. C'était une feuille de route. Les 3 fils du scorpion faisaient probablement référence aux 3 étoiles les plus brillantes de la constellation du scorpion. La rivière de poussière était un terme poétique pour la Voie lactée. C'était un alignement astronomique, une date et une heure spécifiques. La 7e ombre et la porte inviolable étaient probablement des noms de serveurs ou des protocoles de mots de passe. Elle avait la clé. Elle avait juste besoin du contexte du réseau interne de Dynamique Phoenix pour la comprendre. Mais elle ne pouvait pas la donner à Antoine. Pas encore. Sa vie dépendait de sa capacité à retenir cette information. C'était son seul levier, son seul bouclier. Pendant ce temps, dans sa propre tour d'acier et de verre au cœur de la défense, Antoine de Valois s'impatientait. Comment ça, elle n'existe pas, aboya-t-il dans son téléphone. Il arpentait son bureau, un espace caverneux avec une vue qui éclipsait celle de la suite d'Hélène. À l'autre bout du fil se trouvait Michel, pas le garde costaud devant la porte d'Hélène, mais le meilleur enquêteur privé d'Antoine. Michel était une légende dans le monde de l'espionnage industriel, un homme capable de trouver un grain de sable dans un désert. Et il échouait. Je veux dire exactement ça, Antoine, répondit la voix rauque de Michel. Le nom Hélène Dubois, le numéro de sécurité sociale, ils sont synthétiques, un kit fantôme, et un sacrément bon. Créé par des professionnels. Il n'y a pas de certificat de naissance, pas de dossier scolaire, pas de dossier médical avant il y a 5 ans. Elle est une page blanche. Qui qu'elle ait été avant, elle avait les ressources et le savoir-faire pour s'effacer. Mais tu as trouvé quelque chose, insista Antoine. Tu trouves toujours quelque chose. Il y eut une pause. Un murmure. Lorsque le numéro de SS a été généré, il y a eu une sortie signalée correspondante dans une base de données fédérale. Une demande d'acte de décès pour une certaine Amélie Vasseur. La demande a été traitée, mais l'acte n'a jamais été officiellement délivré. Il a été enterré. Ça sent la faveur de quelqu'un de haut placé. Vasseur. Le nom était vaguement familier à Antoine. Vasseur Innovations? Le même, confirma Michel. A une société de R&D technologique qui a fait faillite il y a environ 5 ans, à peu près au moment où Hélène Dubois est apparue. Le fondateur, le docteur Arnaud Vasseur, un génie certifié en linguistique et en physique théorique, est mort dans un accident de laboratoire. Un énorme incendie. Sa fille unique, Amélie, a également été présumée morte. Le corps n'a jamais été retrouvé dans les décombres. Elle avait 22 ans. Antoine s'immobilisa, les pièces s'emboîtant avec une clarté écœurante. Amélie Vasseur. C'était une prodige universitaire, n'est-ce pas? Linguistique? A remporté la bourse l'allemand à Polytechnique à 19 ans, dit Michel. Spécialisée en langue morte et en syntaxe computationnelle. Elle aurait 27 ans maintenant, le même âge que notre Hélène Dubois. Antoine sentait un frisson glacial. C'était elle, l'héritière d'un empire technologique déchu. Un génie présumé mort se cachait au grand jour, lui servant du vin. L'histoire était plus folle, plus parfaite qu'il n'aurait pu l'imaginer. Continue the cruiser, ordonna Antoine. Je veux tout savoir sur la faillite de Vasseur Innovation. Je veux savoir ce qui s'est passé avec l'incendie.
Je veux savoir qui étaient les ennemis de son père. Décortique-moi tout ça. Il raccrocha, un lent sourire prédateur se dessinant sur son visage. Il la tenait. Amelie Vasseur. La connaissance était une arme, et il était impatient de s'en servir. Il se dirigea vers son bureau et appuya sur l'interphone. Faites venir Gérard Lambert. Tout de suite. Hélène savait qu'il se rapprochait. Elle pouvait le sentir. La façon dont Franck, le garde, la regardait, avait changé. C'était moins une surveillance qu'une connivence. La comédie devait cesser. Elle devait agir. Elle passa la 3e journée à compiler ses conclusions. Elle rédigea un rapport méticuleux de 20 pages détaillant les complexités linguistiques de la tablette, citant des sources académiques obscures et fournissant une traduction provisoire de la première strophe, celle qu'elle leur avait déjà donnée. Elle fit en sorte que cela ressemble à un effort monumental d'érudition. Puis elle commença à tendre ses propres pièges. Utilisant une série de relais Wi-Fi publics et un logiciel d'anonymisation que son père avait conçu des années auparavant, elle envoya un unique email crypté depuis un compte jetable. Il ne contenait aucun texte, seulement un unique fichier audio de sa voix récitant la première ligne de l'énigme, là où dort le serpent d'argent. Le destinataire était un nom enfoui dans l'annuaire de la faculté de Polytechnique, le professeur Adrien Marchand, l'ami le plus proche de son père, son mentor, et la seule personne au monde qui savait qu'elle était encore en vie. C'était un signal de détresse, un appel aux armes. Ce soir-là, le coup frappé à sa porte était attendu. Ce n'était pas Franck, le garde. C'était Antoine de Valois, et il était seul. Il entra sans attendre d'invitation, sa présence aspirant tout l'air de la pièce. Il ne regarda pas son travail sur le bureau. Il la regarda directement. « La performance est terminée, dit-il, sa voix calme. Vous pouvez laisser tomber le masque. » Le cœur d'Hélène martelait, mais elle garda son visage calme, un masque de froideur. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. J'ai travaillé conformément à notre accord. J'ai un rapport préliminaire pour vous. »« Oh, j'en suis sûr, dit-il en se rapprochant. Un rapport très complet, très professionnel. Mais nous savons tous les deux que vous avez résolu cette énigme il y a des jours. » Il s'arrêta à quelques pas d'elle. « C'est une belle histoire, vraiment. Une princesse déchue qui se cache. Le monde vous croit morte. Brûlée jusqu'aux cendres avec l'héritage de votre père. » Hélène ne sia pas, mais à l'intérieur, elle hurlait. Il savait. Ça a dû être terrible, continua-t-il, sa voix prenant un ton de sympathie feinte. De tout perdre. Votre père, votre entreprise, votre nom. Il marqua une pause, laissant le silence peser lourdement dans l'air. Puis il asséna le coup de grâce. Dites-moi, Amélie. Être serveuse, c'est vraiment tellement mieux. Le nom, son vrai nom, la frappa comme un coup physique. Pendant un instant, elle ne put plus respirer. Le personnage soigneusement construit d'Hélène Dubois vola en éclats à ses pieds. Elle était exposée, vulnérable. Elle le regarda, et pour la première fois, il vit la vraie femme derrière le masque. Il vit la peur, oui, mais en dessous, une intelligence profonde et brûlante et un noyau d'acier trempé. « Que voulez-vous, Antoine ?» demanda-t-elle, sa voix rauque. Elle ne prit pas la peine de nier. C'était inutile. La vérité, dit-il, les yeux brillants. Toute la vérité. La traduction complète, et l'histoire de pourquoi Amélie Vasseur a dû mourir. Elle rit, un son amer et creux. Vous ne me croiriez pas si je vous le disais. Essayez-moi, la mit-il au défi. Elle prit une profonde inspiration. La conteuse, la linguiste, reprenant le dessus. Mon père n'était pas seulement un homme d'affaires. C'était un puriste. Il croyait que la technologie devait libérer, pas contrôler. Vasseur Innovation était sur le point de faire une percée. La même que celle que poursuivait Émile Charpentier, une nouvelle forme de cryptage de données décentralisées et inviolables. Elle aurait rendu la surveillance gouvernementale et d'entreprises obsolètes. Elle aurait changé le monde. Un noble objectif, dit Antoine, sa voix suintant le cynisme, et qui ne paie pas les factures. Si, elle l'aurait fait, rétorqua-t-elle, sa voix s'élevant avec passion. Mais certaines personnes ne voulaient pas de cet avenir. Elles voulaient le contrôle. Elles voulaient une porte dérobée. Notre plus grand concurrent, une société écran, a tenté de nous racheter. Mon père a refusé leurs offres. Il ne voulait pas vendre. Il ne voulait pas faire de compromis. Elle détourna le regard vers la vue stérile sur la place. Puis les accidents ont commencé. Des fuites de données, des prototypes sabotés, une campagne de diffamation dans la presse financière. Nos investisseurs ont eu peur et se sont retirés. Nous perdions de l'argent à vue d'œil. La pression était immense. Sa voix tomba à un murmure. À la nuit de l'incendie, il m'avait appelé. Il était excité. Il disait qu'il avait trouvé un moyen de protéger le travail,
de le cacher au grand jour. Il a dit que le plus vieil ami de notre famille, notre avocat, venait pour l'aider à finaliser les documents. Il m'a dit de rester à la bibliothèque de mon université et d'attendre son appel. Le souvenir était si vif qu'elle pouvait sentir la fumée. L'appel n'est jamais venu. À la place, j'ai vu le reportage. Un incendie de laboratoire catastrophique. 2 corps présumés à l'intérieur. Mon père et son avocat. Antoine Asifedjia. Son avocat. Qui était son avocat? Hélène le regarda droit dans les yeux. Un homme en qui mon père avait une confiance absolue. Un homme qu'il connaissait depuis l'enfance. Un homme qui siège maintenant à votre conseil d'administration et vous conseille sur vos acquisitions. Elle laissa le silence s'étirer. Son nom, dit-elle, sa voix chargée de 5 ans de venin, est Gérard Lambert. Le nom atterrit dans la suite silencieuse du Penthouse avec la force d'un impact physique. Antoine de Valois, un homme qui se targuait d'être imperturbable, recula involontairement. Son esprit tournait, refusant de traiter l'accusation. Gérard Lambert, dit-il, le nom étant une déclaration d'incrédulité. Non, c'est impossible. Gérard est avec ma famille depuis 30 ans. C'est l'homme le plus loyal que je connaisse. Était-il loyal? Répliqua Amélie, sa voix tranchante comme du verre. Ou était-il simplement patient? Elle se dirigea vers le bureau, ses mouvements maintenant remplis d'une énergie désespérée. Mon père a créé un système de cryptage privé appelé le protocole Rosette. Il ne se contentait pas de crypter les données, il les fragmentait, cachant des morceaux à l'intérieur d'autres fichiers sous forme d'anomalies linguistiques. Vous pouviez avoir tout le disque dur et ne jamais voir les informations cachées à moins d'avoir la clé, les schémas linguistiques spécifiques à rechercher. Elle désigna la tablette d'argile. Émile Charpentier était le seul élève de mon père. Cette énigme est la clé maîtresse du protocole Rosette. Mon père la lui a donnée pour qu'il la garde en lieu sûr, une sécurité au cas où quelque chose arriverait. Antoine écoutait, une terreur glaciale s'insinuant dans ses os. Il reliait les points. L'acquisition de Dynamic Phoenix, la propriété intellectuelle, désorganisée, que Gérard avait mentionnée. Gérard lui-même avait détourné Antoine de la chimère, de la tablette. Gérard était là la nuit de l'incendie, continua Amélie, sa voix tremblant de fureur réprimée. Le reportage disait qu'il était mort avec mon père. Ils ont trouvé juste assez pour délivrer un acte de décès. Mais c'était un mensonge. Il a simulé sa mort après avoir assassiné mon père. Il a mis le feu pour détruire les preuves, a volé les recherches qu'il pouvait, puis a disparu, pour ne refaire surface que plus tard avec vous. Il a enterré son passé pour cacher ses crimes. J'ai enterré le mien pour survivre. L'ampleur de la tromperie frappa Antoine de plein fouet. Il n'était pas le prédateur. Il était l'outil. Gérard utilisait Valois International comme un levier d'1 milliard d'euros. Dynamic Phoenix, dit Antoine, les pièces s'emboîtant avec une clarté écœurante. Leur technologie de cryptage, c'est une version du travail de votre père. Une pâle imitation, corrigea-t-elle. Charpentier n'a jamais eu le protocole final. Ce que Phoenix possède, c'est la serrure. Le vrai prix, l'œuvre complète et révolutionnaire de mon père, le prix du lion, est dormant à l'intérieur de leur serveur, caché. Gérard sait qu'il est là. Il joue le jeu sur le long terme depuis 5 ans. Il a poussé Phoenix au bord de la faillite pour que vous les rachetiez. Il prévoyait d'utiliser vos ressources pour entrer, trouver le serveur maître et utiliser la clé de cette tablette pour tout déverrouiller. Une fois qu'il aurait cette technologie, il pourrait disparaître, laissant Antoine avec la coquille vide d'une entreprise. La trahison était absolue, un acte calculé contre sa famille, son empire et son intelligence. Mon enquêteur a trouvé un murmure de mon acte de décès enterré par un contact fédéral, ajouta Amélie. Ce devait être un des anciens contacts de Gérard. Après l'incendie, je savais qu'il viendrait me chercher ensuite, la seule autre personne qui connaissait le protocole. J'ai fui. J'ai contacté le professeur Adrien Marchand à Polytechnique, l'ami le plus fiable de mon père. C'est lui qui m'a aidé à disparaître, qui a créé Hélène Dubois. Le nom fit tilt dans la mémoire d'Antoine. Professeur Marchand. Je lui ai envoyé des images de la tablette. Les yeux d'Amélie s'écarquillèrent. Qu'a-t-il dit? Il a confirmé le dialecte mais l'a qualifié de chiffre qui prendrait des mois à résoudre, se souvint Antoine. Puis un autre détail fit surface. Il a mentionné un prodige perdu d'Arnaud Vasseur qui aurait pu le résoudre instantanément. Il parlait de vous. Il vous protégeait. Il m'avertissait, murmura Amélie, la compréhension se faisant jour. Le Penthouse, autrefois une prison, ressemblait maintenant au centre de commandement d'une guerre. Eux deux, le milliardaire, impitoyable et le génie fugitif, n'étaient plus geôliers et captives. Ils étaient des alliés, liés par la trahison d'un ennemi commun.
Le choc d'Antoine s'était dissipé, remplacé par une concentration glaçante. Il regarda Amélie, et pour la première fois, il la vit vraiment. Le respect dans ses yeux était sincère. « Amélie Vasseur, dit-il, utilisant son vrai nom non pas comme une arme, mais comme une reconnaissance. Il semble que vos jours de cachette soient terminés. Il est temps de reprendre ce qui vous appartient. » Le combat n'était plus seulement une question d'affaires. C'était personnel. Gérard Lambert avait trahi le code le plus profond de la loyauté, et Antoine allait le lui faire payer. Pour Amélie, il s'agissait de justice pour son père et de reconquérir l'avenir qui lui avait été volé. « L'énigme est encore incomplète, dit-elle, son attention revenant à la tablette. Suivez les 3 fils du Scorpion jusqu'à la rivière de poussière. Là, la 7e ombre révèle la porte inviolable. C'est astronomique et technique. Je ne peux pas le déchiffrer sans accès à l'architecture réseau et aux journaux de serveurs de Phoenix. » Antoine sortait déjà son téléphone. Il composa un numéro. « Obtenez-moi un schéma complet du réseau interne de Dynamic Phoenix, » ordonna-t-il, sa voix froide et sèche. Un nom de serveur, protocole d'accès, journaux de pare-feu des 5 dernières années. Je me fiche de comment vous l'obtenez. Je le veux dans l'heure. Il raccrocha sans attendre de réponse. Il regarda Amélie, son expression un masque de détermination sombre. Le duo improbable était uni contre le monstre à l'allure de grand-père qui avait orchestré leur collision. L'acte final était sur le point de commencer. L'heure qui suivit fut une tempête d'énergie concentrée. Un torrent de données cryptées, de schémas de serveurs, de journaux de pare-feu, de communications archivées de Dynamic Phoenix afflua dans le Penthouse. Antoine, ayant orchestré le vol de données d'un seul ordre brutal, se tenait maintenant en retrait et observait la véritable artiste à l'œuvre. La serveuse fatiguée avait disparu, remplacée par une virtuose. Les doigts d'Amélie volaient sur le clavier, ses yeux balayant des lignes de code comme si c'était de la prose. Elle travaillait avec une vitesse et une intensité à couper le souffle. « Là, » dit-elle soudain, pointant un journal de parfait. L'alignement astronomique, les 3 fils du Scorpion jusqu'à la rivière de poussière. Ce n'était pas une prophétie. C'était un horodatage. Il y a 4 ans, 8 mois et 12 jours. Le rapport système l'a qualifié de surtension, mais c'était l'activation du protocole Rosette. C'est le moment où le travail de mon père est entré en sommeil. Elle ouvrit un autre fichier, une liste de noms de serveurs. Et ici, la 7e ombre. Ce n'est pas un serveur. C'est un compte utilisateur. Umber 7. Un compte fantôme créé par Émile Charpentier. E.T. Lawport Inviolable. Elle s'interrompit, son esprit parcourant les souvenirs de l'excentrique Émile Charpentier, le protégé de son père. Son obsession pour l'histoire, pour les mythes. La bibliothèque d'Alexandrie, murmura-t-elle. Il appelait sa destruction un feu qui brûlait la connaissance, pas le papier. Elle regarda Antoine, les yeux écarquillés par la découverte. À la dernière ligne de l'énigme. Touché par un feu qui ne brûle pas. Il ne s'agissait jamais de fusion froide. C'était la signature poétique d'Émile. C'est le mot de passe. Antoine sentit un frisson authentique. L'élégance de la chose, les couches de signification. C'était un niveau d'intellect qu'il rencontrait rarement. Donc, nous avons tout, dit-il. L'emplacement, l'utilisateur, le mot de passe. Nous avons la clé du coffre-fort, confirma Amélie. Maintenant, nous devons juste arrêter le voleur avant qu'il n'y arrive. Le plan qu'ils formulèrent était audacieux. La réunion d'acquisition avait lieu à 9 heures du matin dans la salle de conférence principale de Valois International. Gérard serait là, s'attendant à célébrer la victoire qui était secrètement la sienne. Le lendemain matin, la salle de conférence bourdonnait. Les membres du conseil d'administration de Dynamic Phoenix semblaient soulagés d'être sauvés de la faillite. Antoine était assis en bout de table, l'image d'un PDG conquérant. À sa droite était assis Gérard Lambert, son visage un masque placide de satisfaction professionnelle. La vue de son visage calme et traître fit glacer le sang d'Antoine. Les contrats furent signés. Les mains furent serrées. Au milieu des applaudissements de célébration, Gérard se pencha vers Antoine. « Une brillante victoire, Antoine, » murmura-t-il. Arnaud Vasseur se retournerait dans sa tombe s'il savait que le travail de son plus grand rival nous appartient maintenant. La cruauté désinvolte était toute la confirmation dont Antoine avait besoin. « Je dois superviser moi-même l'intégration des systèmes, » continua Gérard doucement. « Je serai dans la salle technique pour le reste de la journée. »« Bien sûr, Gérard, » dit Antoine, sa voix dangereusement égale. « Fais ce que tu as à faire. » Alors que Gérard partait, Antoine croisa le regard de son chef de la sécurité, qui fit un signe de tête subtil. Gérard était suivi. Antoine retourna à son bureau, où un grand moniteur reflétait l'écran de l'ordinateur que Gérard utilisait.
Sur un autre écran se trouvait un appel vidéo en direct avec Amélie, de retour dans le Penthouse, son propre poste de travail prêt. Il est entré, dit-elle, la voix tendue. Ils regardèrent Gérard, utilisant son nouvel accès administrateur, commencer à fouiller méthodiquement le réseau Phoenix. Il chercha des noms de serveurs contenant Lyon ou Trône, devenant de plus en plus frustré en se heurtant à des impasses. Il est piégé dans sa propre pensée linéaire, marmonna Antoine avec dégoût. Maintenant, dit Amélie. En quelques frappes, elle rendit un unique répertoire isolé visible sur le système de Gérard. Il était étiqueté avec un seul symbole cunéiforme, le symbole pour trône. Gerard Epiphygia. I'll click with Dessus. Le répertoire contenait un fichier crypté, le prix du lion, et un champ de mots de passe. Ils le regardèrent sortir ses propres photos de la tablette et commencer à taper des variations de l'énigme. Chaque tentative fut accueillie par un « accès refusé », clignotant. Dans la salle technique, Gérard commençait à transpirer. Il est piégé, dit Antoine avec une satisfaction sombre. Furman's Law Cage. Il retourna d'un pas rapide dans la salle de conférence où les cadres célébraient encore. Messieurs, annonça-t-il, sa voix coupant court au bavardage. Il y a un dernier détail de cette acquisition que j'aimerais partager. Les écrans sur le mur de la salle de conférence prirent vie, montrant une vue en écran partagé, le répertoire de fichiers, un flux en direct d'un Gérard frénétique dans la salle technique, et le visage calme et concentré d'Amélie. La salle devint silencieuse. Gérard, la voix d'Antoine retentit depuis un haut-parleur dans la salle technique, faisant sursauter le vieil avocat. Vous avez des problèmes. Gérard fixa la caméra cachée, son visage se vidant de toute couleur. Il était pris. Ce que vous cherchez, Gérard, n'est sur aucun serveur que vous pouvez trouver. La voix d'Antoine résonna dans les deux pièces. Il vous faut un meilleur traducteur. Sur l'écran principal, le visage d'Amélie devint l'image centrale. Elle regarda directement dans une caméra. « Bonjour, Gérard, » dit-elle, sa voix claire et froide comme la glace. « Ça fait longtemps. » Si Gérard avait vu un fantôme, il n'aurait pas pu être plus horrifié. Sama Quartamba. Un son étranglé, gargouillant, s'échappa de sa gorge. « Amélie, balbutia-t-il. Vous êtes morte. »« Non, » répondit-elle, sa voix sonnant avec la puissance de la justice attendue depuis 5 ans. J'ai survécu. Contrairement à mon père. Devant les membres du conseil d'administration stupéfaits, Amélie commença à taper. Le mot de passe, touché par un feu qui ne brûle pas, apparut dans le champ sur l'écran partagé. Elle appuya sur Entrée. Le fichier se décrypta. Ce n'était pas un protocole de données. C'était une vidéo. Le dernier testament d'Arnaud Vasseur. À l'écran, le père d'Amélie apparut, parlant à sa webcam la nuit de sa mort. Si vous voyez ceci, la voix d'Arnaud emplit la pièce, cela signifie que je suis probablement parti. J'ai découvert une terrible trahison. Mon plus vieil ami, Gérard Lambert, vend mes recherches à nos concurrents. Il est ici maintenant, dit-il, pour m'aider. Mais je vois la vérité dans ses yeux. Je cache cet enregistrement en utilisant le protocole Rosette. Amélie, si tu vois ça, sache que je t'aime. Sois forte. Termine mon travail. La vidéo se termina. Le silence dans la salle de conférence était absolu. Tous les yeux se tournèrent de l'écran vers le flux en direct de Gérard Lambert, qui s'était effondré sur sa chaise, un homme brisé et vaincu. La sécurité entra discrètement dans la salle technique, et son long règne de tromperie prit fin. Le serpent était tué. Le prix du lion n'était pas une technologie. C'était la vérité. Dans la foulée, le monde changea. Vasseur Innovation renaquit des cendres de Dynamic Phoenix, dirigé par Amélie Vasseur et soutenu par toute la force du capital d'Antoine de Valois. L'entreprise était enfin prête à lancer la technologie dont son père avait rêvé. Antoine était un homme changé, humilié par une leçon, non pas en finance, mais en humanité. Son respect pour Amélie était immense, un partenariat forgé dans un creuset de trahison et de découverte. Quelques semaines plus tard, Amélie se tenait avec Antoine sur le balcon de son nouveau bureau, l'ancienne suite Penthouse. Ce n'était plus une cage, mais un centre de commandement. Vous savez, dit Antoine en regardant la ville, je ne me suis jamais excusé. Amélie sourit, un sourire sincère et détendu qu'il n'avait jamais vu sur le visage d'Hélène Dubois. Vous n'avez pas besoin de le faire. Non, je le dois, insista-t-il en se tournant vers elle. J'ai été arrogant, cruel. J'ai vu une serveuse, pas une personne. J'avais tort. Vous l'étiez, admit-elle doucement. Mais si vous ne l'aviez pas été, je serais peut-être encore en train de me cacher. D'une certaine manière, votre arrogance était le feu qui ne brûle pas. Il ne m'a pas détruite. Il m'a révélé. Il la regarda,
la femme brillante et résiliente qui les avait tous déjoués. La serveuse qui l'avait figé de choc et, ce faisant, l'avait réveillé. Leur voyage avait commencé par un ricanement, mais il s'était terminé par un avenir partagé, un avenir construit non pas sur une OPA hostile, mais sur un respect mutuel durement gagné. Finalement, il ne s'agissait pas des milliards d'euros ou de la technologie révolutionnaire. Il s'agissait de la valeur cachée en chacun de nous. L'histoire d'Amélie Vasseur est un puissant rappel que nous ne devrions jamais juger une personne sur son travail, ses vêtements ou sa situation. Un esprit qui peut changer le monde peut se cacher derrière le tablier d'une serveuse. Le courage peut se trouver chez la personne la plus silencieuse de la pièce. Et parfois, il faut être renversé de son trône pour enfin voir le monde clairement. Antoine de Valois a appris cette leçon. Il était parti à la recherche d'un prix d'entreprise et a trouvé quelque chose d'infiniment plus précieux, l'humilité, et une partenaire dont la valeur ne pouvait être mesurée en euros. Dans les mois qui suivirent, le nom d'Amélie Vasseur devint synonyme d'innovation éthique. La renaissance de Vasseur Innovation, sous sa direction et avec le soutien financier de Valois International, fut spectaculaire. Le protocole Rosette, une fois libéré et développé, ne se contenta pas de sécuriser les données. Il créa un nouveau paradigme pour la vie privée numérique, rendant le pouvoir aux individus. C'était une révolution silencieuse, menée non pas depuis une salle de marché, mais depuis un laboratoire dédié à l'héritage d'un homme qui croyait en un avenir meilleur. Antoine, quant à lui, opéra un changement radical dans sa propre philosophie d'entreprise. L'homme qui avalait des entreprises commença à les cultiver. Il lança un fonds de capital risque dédié aux technologies impossibles, celles qui, comme le travail d'Arnaud Vasseur, privilégiaient l'humanité au profit. Ses pairs de l'ancien monde le regardaient avec un mélange de mépris et de curiosité, mais les résultats parlaient d'eux-mêmes. La rentabilité et la conscience n'étaient pas mutuellement exclusives. L'officier Luc Moreau, pour son rôle dans la résolution d'une affaire classée depuis 5 ans et la mise au jour d'une fraude d'entreprise de plusieurs milliards d'euros, fut promu inspecteur. Audin, son fidèle partenaire, reçut une médaille d'honneur de la brigade canine, qu'il porta fièrement lors d'une petite cérémonie au commissariat. Luc pensait souvent à cette femme, Hélène Dubois, qui n'avait jamais vraiment existé. Il avait lu les articles sur Amélie Vasseur et comprenait maintenant la profondeur de sa force et de sa survie. Il était simplement heureux d'avoir pu jouer un petit rôle dans la restitution de la justice. La relation entre Amélie et Antoine évolua pour devenir une collaboration puissante. Ils se défiaient, se respectaient et, ensemble, créaient quelque chose de plus grand que la somme de leurs parties. Il n'y avait pas de romance hollywoodienne, mais quelque chose de plus profond, une compréhension mutuelle née d'une épreuve du feu. Ils étaient les deux faces d'une même pièce, l'idéaliste pragmatique et le capitaliste repenti, tous deux déterminés à laisser une marque positive sur le monde. 1 an après cette nuit fatidique au Cénacle, Amélie retourna au restaurant. Elle n'était pas là pour servir, mais pour dîner. Elle s'assit à la table 7, la même table où sa vie avait basculé. Monsieur Dubois, le directeur, s'approcha, le visage empreint d'un respect profond. Mademoiselle Vasseur, dit-il, c'est un honneur. Laissez-moi vous offrir une bouteille pour célébrer. Il revint avec un château Lafite 1998. Amélie sourit. C'était un cercle complet, un cycle achevé. Elle leva son verre, pas à la richesse ou au pouvoir, mais à la survie, à la vérité et au potentiel caché qui attendent d'être découverts en chacun de nous. Elle but une gorgée, le vin riche et complexe, comme l'histoire qui l'avait menée là. Elle était enfin libre, non plus un fantôme, mais une architecte de l'avenir. Et elle savait, avec une certitude absolue, que le travail de son père ne faisait que commencer. La véritable valeur n'était jamais dans les chiffres d'un bilan, mais dans l'impact qu'une seule vie, un seul esprit, pouvait avoir sur d'innombrables autres. C'était le véritable prix du lion.